avec Antoine maintenant. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors vous allez nous parler de la mécanique, du fonctionnement, voilà, puisque c'est vous qui ouvrez. Ça vous a été détaillé en bas, là nous sommes dans la salle du stationnaire, c'est bien sûr dans cette pièce qu'ils se tenaient à l'époque. Donc ils prenaient leur service au lever du jour et ils le terminaient à la tombée de la nuit, puisque c'est le système optique, donc ça ne fonctionnait que les jours, enfin que 2 jours, et en particulier quand il faisait beau, les temps de brouillard, le système était arrêté. Cette salle elle a l'avantage ici d'être un peu plus grande que les salles traditionnelles de stationnaire, parce qu'en général elles font 3 mètres sur 3, celle-ci est de dimension bien plus importante, c'est lié au fait que c'est une réhabilitation. Dans la plupart des cas, c'était un bâtiment qui était construit spécialement pour le télégraphe. Là, ce n'est pas le cas. Et au départ, la pièce était de cette taille-là la pièce de la tour était de cette taille-là. D'ailleurs, le plancher a été réalisé quand il a fallu y installer le télégraphe. On pense qu'initialement, il y avait le premier niveau dans lequel vous étiez tout à l'heure, et puis le niveau juste en dessous dans lequel se trouve l'exposition qui détaille... Alors, c'est un moyen de communication qui date de quelle époque on peut dire? C'est un moyen de communication qui a été développé à partir de 1894. De 1794, pardon. Je me loupe d'un siècle. Donc, ce système de communication CHAP a été développé par Claude à partir de 1794, suite à une expérience conduite dans la Sarthe. Et puis ça s'est progressivement déployé au fur et à mesure des conquêtes napoléoniennes, ce qui fait qu'on on en a retrouvé des extrémités vers Amsterdam, vers Venise ou vers Koblenz, vers Mayence, pardon, en Allemagne. Alors le principe, c'est qu'on envoie des signaux pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, justement ces envois de signaux. Effectivement, à partir d'une dépêche des autorités, cette dépêche est codée à un certain nombre de signaux. Ces signaux sont ensuite donc remis en tête de ligne à des télégraphistes qui se contentent d'envoyer ces signaux sur le réseau. Et donc par lecture de ces signaux de tour en tour, les tours étant distantes d'à peu près une douzaine de kilomètres, par lecture de ces signaux, donc, le message il chemine à travers la France. Essentiellement comme nos voies ferrées, nos autoroutes entre Paris et la province. Voilà. Ça fait dans un sens comme dans l'autre, bien sûr. Alors là, le fonctionnement lui-même? Alors donc le télégraphiste trouvait son système au repos au début de sa journée. Donc le système au repos, c'est tout à la verticale, de façon à ce que ça offre le moins de prise possible au vent. Et dans nos contrées, on sait que c'est un élément sensible. Et la première chose qu'il faisait, il le mettait dans une position où il indiquait qu'il ouvrait sa ligne. Donc il le mettait dans une position le plus souvent... Ah oui, je suis parti dans le Mauritius. Il le mettait dans une position donc horizontale, et puis petit à petit, toutes les lignes depuis Avignon jusqu'à Toulouse, voire Bordeaux, se retrouvaient à cette position. Ça voulait déjà dire qu'il était en attente de réception. À partir du moment où il était dans cette situation-là, il passait l'essentiel de sa journée à surveiller avec ses lunettes. Donc il surveillait à partir de ses lunettes l'arrivée d'un message. Alors il pouvait en arriver plusieurs dans la journée, comme il pouvait n'en arriver aucun de la semaine. Donc il pouvait rester... voilà, il restait en veille, il avait 2 lunettes. Bon, ici nous n'en avons qu'une, mais il avait 2 lunettes, et donc il restait en veille permanente, et c'était la contrainte de son activité, d'être en veille permanente. Il n'avait même pas le droit de s'absenter, ou alors il fallait qu'il mette son mécanisme dans une position où il indiquait qu'il prenait une petite pause, qui en général ne devait pas dépasser le quart d'heure. Alors là, on voit une petite échelle, ça veut dire qu'on va vers le mât quand on l'emprunte Alors effectivement, il n'avait pas à monter, sauf pour l'entretien de son mécanisme, il n'avait pas à monter sur la toiture. L'essentiel se passait ici. Mais voilà, là il était devant un mécanisme qui reproduit à l'identique, mais en modèle réduit, ce qui se trouve au-dessus. Au-dessus, ce sont des bras articulés, un régulateur qui fait 4 mètres de long, et aux 2 extrémités, 2 indicateurs qui font à peu près 2 mètres de long. Le mât lui-même, il faisait à peu près 8 mètres. Et ici, donc, il en a un modèle réduit qui lui permet de fabriquer les signaux que l'on va voir à l'extérieur. Quand il a été réhabilité, ici, donc à Galargues, les dimensions sont restées les mêmes? Les dimensions sont strictement les mêmes que les dimensions d'origine. Et même le mécanisme lui-même, il a été réalisé, bon, vous en avez les plans à l'étage en dessous, il a été réalisé en respectant strictement, d'ailleurs c'était une contrainte que nous avons aussi imposé les monuments historiques, nous avons respecté strictement
la physionomie du matériel d'origine, y compris dans cette version. Parce qu'il y a eu d'autres versions. Les premières versions, c'était des poulies en bois et des cordages de chanvre. Là, nous sommes sur des poulies métalliques et des cordages... bon, c'était du laiton à l'époque. Le laiton tressé n'existe plus, mais bon. À cette variante près, c'est exactement le même principe. Toutes les pièces ont été refabriquées exactement à l'identique. Pas tout à fait avec de la même façon, mais exactement à l'identique. Aujourd'hui, on tourne le métal. À l'époque, on le façonnait, on le coulait, on le façonnait. Mais à cette différence près, c'est un mécanisme absolument identique. Allez, nous marquons une pause dans la visite de Galargues, le Montueux, pour partir pour l'une de nos rubriques, celle que vous préférez, vous les gourmands derrière votre écran, c'est la rubrique recette du jour. Saveur, douceur, on en prend plein les papilles. Bonjour, vous êtes bien à la crêperie Le Parchemin d'Yvonne. C'est spécialité bretonne. Nous allons vous faire découvrir une de nos spécialités, la noix de Saint-Jacques accompagnée de ses fruits de mer. Pour réaliser une pâte au sarrasin, je prends un paquet de farine, une poignée de gros sel, un œuf, bien entendu, rajoutez 2,3 litres d'eau que vous versez doucement. Une fois que tout ceci est prêt, juste le muscle, un peu de poigne et il faut tourner. Assez rapidement au départ, il ne faut pas qu'il n'y ait de grumeaux. Voilà. Plus vous travaillez votre pâte et meilleur c'est. Voilà, votre pâte est prête. Vous pouvez faire vos galettes au sarrasin. Pour réaliser vos noix de Saint-Jacques, il vous faut un ramequin avec vos noix de Saint-Jacques mélangées avec fruits de mer, la crème fraîche de 3 cuillères à soupe, un petit peu d'herbe de Provence, un peu de sel, un peu de poivre et un sachet de curry. Pour continuer votre galette sarrasin, il vous faut vos fruits de mer avec vos noix de Saint-Jacques, parce que la Bretagne sans fruits de mer, ce n'est pas la Bretagne, que vous versez dans votre poêle, que vous allez laisser revenir un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure, pour que ça rejette un petit peu de l'eau. Un petit peu d'herbe de Provence, parce que mon mari est breton par sa maman, mais moi, je suis du Midi. Un peu de sel, un peu de poivre. Comme petite touche personnelle, nous mettons une petite goutte d'armagnac. Ensuite, vous ajoutez donc votre curry. Vous remuez. Et ensuite, dernier ingrédient, donc votre crème fraîche. Maintenant que votre crêpe est faite et qu'elle est cuite, la dernière étape, c'est de la garnir votre crêpe. Et la petite touche finale, vous mettez une petite noix de Saint-Jacques par-dessus et c'est prêt à déguster. Et voici. Et bon appétit!
retour à Galargues, un village au patrimoine très riche. Nous passerons à la pratique du côté du télégraphe Chap tout à l'heure, réhabilité il y a un an, mais avant cela, visite du temple. Nous voici donc sur la place qui est située devant le temple et qu'on appelle la place Thomas Burnet. Alors, Thomas Burnet, c'est un personnage très curieux puisqu'il est d'origine écossaise et qu'il a vécu à Galargues toute la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe. C'est lui qui a racheté les ruines de ce château des Rochemorts, château que les Galargois avaient eu l'humour d'incendier un 1er avril 1792. C'est pour ça qu'on fête pour le 1er avril peut-être. Par exemple. Hein? Et lorsque ce château a été incendié, les ruines ont été rachetées par une équipe de maçons galargois qui les a utilisées comme carrière. D'accord. Pourquoi est-ce que ces ruines sont devenues un temple? Bon, tout le monde sait que dans la région, le protestantisme était interdit depuis la révocation de l'édit de Nantes. Le premier temple ayant été rasé, la Révolution passée et la liberté de culte retrouvée, les Galargois ont souhaité construire un nouveau temple. Et c'est là qu'intervient ce fameux Thomas Burnet, qui, entre parenthèses, a été un des premiers maires galargois, et un maire galargois non originaire ni du village ni du pays, ce qui est à souligner. Hein. De nos jours, je ne suis pas certain que ce soit possible. Ancien négociant qui a racheté les ruines du château sous condition qu'on élève à la place un temple pour le culte protestant. Alors, la bâtisse est imposée. Alors, la bâtisse occupe l'essentiel de la surface du château d'origine. Vous avez ici ce qui était l'entrée. Cette colonnade fait partie des restes du château. Hein, et la façade jusqu'au bandeau fait partie des restes du château. Le restant a été repris. On va pouvoir entrer à l'intérieur si vous voulez. Vous verrez que c'est assez impressionnant. Bien écoutez, je vous suis. Allez-y. Voilà, alors on va parler doucement parce que c'est une acoustique très défectueuse. Vous remarquez une architecture très dépouillée, caractéristique de l'architecture des temples protestants. Bien entendu, avec un volume énorme qui correspond au volume initial du château. Ce temple a été construit à partir de 1813 et inauguré officiellement en 1836. Il est dit que le jour de l'inauguration, il y avait plus de 2000 personnes. Vous avez une galerie à l'étage qui est importante et très remarquable. Donc il faut savoir que jusqu'à une période récente, la population du village était majoritairement protestante. On a 1400 protestants en 1850 pour 350 à 400 catholiques à la même époque.